Allez, on se remet à parler du Bitcoin, mais si, rappelez-vous, cette crypto-monnaie là qui valait encore 20 000 $ en novembre dernier et dont le cours a enfoncé, c'était vendredi, les 6 000 $ pour à peine rebondir aujourd'hui. Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Merci d'être là avec nous, rédacteur en chef de la bourse au quotidien. Donc le Bitcoin qui, depuis le mois de novembre, en quelques mois, a perdu près de 2/3 de sa valeur. On peut dire que la tendance baissière se poursuit là sur la crypto-monnaie. Ça fait comme 2 mois que le Bitcoin enchaîne quasiment 20% de baisse par mois. Lentement mais sûrement, ça continue de baisser et on se dit mais pourquoi? Parce qu'il y a des piratages. C'est ça notamment, c'est l'une des raisons des piratages de plateformes asiatiques notamment, en Corée, c'est ça? Corée, et Japon. ça mine un peu la confiance évidemment. Voilà, GitHub, CoinCheck, pour des montants parfois importants. Hein. On a été jusqu'à même 1,5 milliard, c'était en début d'année au Japon. GitHub, c'était en début de semaine dernière, et là c'était 30 millions de dollars. Et en tout cas, ça abîme l'image d'inviolabilité, ou en tout cas de sécurité de l'univers Bitcoin. Alors je le répète, ce n'est pas le logiciel de cryptage qui est en cause. Il n'y a pas pour l'instant eu d'infraction ou de corruption de la blockchain, mais c'est tout ce qu'il y a autour où on voit que les cyber-hackers trouvent des parades de plus en plus sophistiquées et des portes d'entrée pour aller dérober, pour aller piquer des bitcoins, c'est ça, hein, les bitcoins dans les portefeuilles des plateformes. Alors, pour les particuliers qui ont des ledgers qui ne sont pas connectés, impossible d'aller. Quoi, des ledgers, ce sont des petits portefeuilles électroniques où les données sont cryptées. Et tant qu'on n'est pas connecté, évidemment, aucun hacker ne peut s'y attaquer. C'est à partir du moment où on le branche à son ordinateur, c'est là que lorsqu'on se connecte à une plateforme qu'il peut y avoir éventuellement un risque. Donc ce sont ces piratages en série en début d'année qui ont, on va dire, qui sapent un peu la confiance dans ces crypto-monnaies. Et puis ça a poussé aussi les autorités, les régulateurs à mettre un petit peu le nez dans le fonctionnement des plateformes et un petit peu à durcir le ton, non, c'est ça? Alors le nez, ils l'ont depuis longtemps. Durcir le ton, c'est même mieux que ça, si j'ose dire, parce qu'il y a une sorte de consensus qui se dégage, hein, de la Banque d'Angleterre à la Banque centrale d'Australie, aux banques centrales des pays du Nord, etc. Tous disent que le Bitcoin est non pas une crypto-monnaie, c'est un actif, un crypto-actif négociable, que l'on ne peut pas rattacher à la notion ni de monnaie, ni même d'actif de réserve. Un actif de réserve qui, comme vous le soulignez, perd 70-75% en l'espace de quelques mois, c'est assez problématique. Alors vous nous direz, quand inversement on passait de 3 000 à 20 000, on pouvait dire que c'était le meilleur actif de réserve du monde, sauf que c'était quelque chose de furieusement spéculatif et de furieusement volatile. Et les banques centrales aussi qui multiplient les avertissements en disant voilà, sur le risque de perte, de fraude, de détournement, de hacking, encore une fois. Oui, ils appuient, comme on dit, là où ça fait mal, c'est ce qu'on a déjà observé. Les banquiers centraux, par contre, je pense qu'ils ont au moins raison sur un point, c'est que ça répond de moins en moins, enfin le Bitcoin ou les autres cryptos répondent de moins en moins aux critères nécessaires pour être qualifiés de monnaie. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une accélération des échanges. Il y a eu en quelques mois l'année dernière des millions de comptes ouverts. Ça se chiffrait par centaines de milliers par mois. Il y a eu quand même un gros appel d'air. Et depuis, on n'a pas fait d'énormes progrès pour rendre les transactions plus fluides, ni pour les rendre plus sûres. Alors l'argument qui est que le Bitcoin et la blockchain est plus sûre, plus sécure pour des transactions, certainement. Mais elle a aussi un inconvénient, c'est que, étant donné que c'est un registre partagé et vérifié et décentralisé, ça veut dire que pour une transaction, la consommation d'énergie pour vérifier la transaction, elle est absolument colossale. Autrement dit, si on devait passer aujourd'hui massivement de devises, fiat devises, à des transactions uniquement en crypto, il faudrait carrément 2 planètes en termes de capacité de produire de l'énergie pour supporter
toutes les transactions, et je parle bien de toutes les transactions, qui mériteraient d'être sécurisées, c'est-à-dire par exemple tout l'algo trading, toute l'hyper-fréquence dans les échanges d'actions, d'obligations, et là ça porte sur des centaines de millions, donc c'est vraiment des actifs à sécuriser, sauf que là, évidemment, on est incapable de suivre. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Philippe, bon, la bulle, elle a éclaté, ça c'est une évidence quand on perd 2 tiers de sa valeur en quelques mois, mais est-ce que le fond est touché? Là, ça intéresse tout le monde, parce que souvent, d'ailleurs, on l'a pu le voir dans le passé, quand le Bitcoin décrochait, il remontait, il y avait le rebond du chat mort, comme on dit, et à chaque fois, donc voilà, le Bitcoin, après des secousses, ça a pu repartir de l'avant. Là, il y a un sursaut à attendre ou pas? Je vous sens dubitatif. On n'a pas suffisamment d'antériorité pour dire, après une correction de 70%, et là, pas en quelques jours suite à un problème ponctuel, d'un seul coup, une liquidation massive. Là, c'est un lent dégonflement. On a commencé début décembre et nous en sommes maintenant à début juillet. C'est-à-dire que ça fait 7 mois. Or, dans l'historique du Bitcoin, nous n'avons pas d'exemple après l'éclatement d'une bulle ou pas. Enfin, disons qu'on a d'un seul coup un fort dégonflement, en tout cas, après un grand pic spéculatif, on n'a jamais dû patienter aussi longtemps pour voir le Bitcoin rebondir. Donc c'est mauvais signe, ça. 2016-2017, des moins 40, des moins 50, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, tout le terrain perdu était repris et on partait vers de nouveaux records. Donc là, c'est différent. On en a fait 5 ou 6 de ces accros de moins 40, moins 50 qui ont tous donné lieu à un doublement dans la suite des événements. Là, cette fois-ci, 7 mois, et 7 mois où à chaque fois on rebondit moins haut. Et là, on a eu très peur, on s'est fait très peur en fait dans la nuit de jeudi à vendredi. On voit le Bitcoin passer sous 5008. Et puis bon, derrière, il n'y a pas eu On est à 6003 là aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas eu le sell-off. Puis d'un seul coup, dans la nuit de samedi à dimanche, hop, on reprend, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on reprend 7-8% en quelques minutes. Et depuis samedi matin, on dérive au sein d'un corridor, j'ai rarement vu ça sur le Bitcoin, de 200 €, même pas 200 $, de volatilité. Ça fait plus de 48 heures que le Bitcoin ne bouge absolument plus, ce qui est un comportement là aussi qui est totalement aberrant et qui démontre une chose, c'est que si l'on reproche aux monnaies, aux fiat monnaies d'être manipulées par les banques centrales, dans le cas du Bitcoin et d'autres crypto-devises, on s'aperçoit que ce genre de corridor, c'est ce qu'on appelle une camisole algorithmique, elle est mise en place par quelques très gros. Et là, je voudrais rappeler à nos auditeurs et spectateurs qu'on n'est pas dans le cadre du 80-20, c'est-à-dire que 80% des positions sont détenues par 20% des opérateurs. Non, c'est 80% détenus par 1% des adresses électroniques. Autrement dit, ça veut dire que c'est un marché qui est totalement aux mains de quelques opérateurs qui, je le rappelle, se connaissent tous et peuvent tous intervenir sans se tirer dans les pattes les uns des autres. Donc quand on en est là, dire que le Bitcoin ou une autre crypto-devise est plus sûr ou moins manipulé que par une banque centrale, là j'avoue que j'ai de sérieux doutes. C'est clair, c'est clair. Bon, merci, en tout cas merci pour ces explications. Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.